Sommes-nous entrés dans une ère des dictateurs? Les démocraties occidentales sont-elles affaiblies par ce qu'on pourrait appeler une internationale des autocrates? Alain Frachon répond à ces questions dans son nouveau livre. Rebonsoir Alain, vous êtes journaliste éditorialiste au Monde. Je rappelle que vous avez couvert l'actualité pour le quotidien français à Washington, Londres, Téhéran ou encore Jérusalem. Ce livre s'appelle Un autre monde, donc l'ère des dictateurs. C'est chez les éditions Perrin. La Russie est-elle, selon vous, devenue une dictature? Et si oui, pourquoi avec cette invasion russe de l'Ukraine? C'était déjà en bonne voie depuis que Vladimir Poutine est redevenu président de la Fédération de Russie, en 2011 ou 2012, je crois. De chaque année, il y avait de nouvelles lois qui limitaient la liberté politique, les libertés d'expression, qui allongeaient les peines pour les gens qui osaient se risquer à une manière de dissidence, etc. Et puis là, avec la guerre, mais c'est souvent le cas, un pas de plus a été franchi. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de prononcer le mot guerre, parce que ce n'est pas une guerre, vous savez. C'est une opération spéciale. C'est une opération spéciale. Mais si vous parlez de guerre en Russie, vous risquez de 5 à 15 ans de prison. Donc voilà, la seule critique de l'opération spéciale fait que vous perdez votre job, vous êtes surveillé, vous êtes menacé, vous ou votre famille. Tous les critères, toutes les cases de la dictature sont là, sont cochées depuis l'entrée de la Russie en guerre, comme si c'était la quintessence d'une dérive autocratique de plus en plus prononcée. Quel est cet autre monde, puisque c'est le titre de votre livre, qui se dessine depuis l'invasion russe? C'est un autre monde que celui auquel nous avions peut-être naïvement rêvé au moment de la fin de la confrontation entre les États-Unis et l'Union soviétique. On avait pensé alors, si vous voulez, que la démocratie politique, la libéralisation politique, c'était l'horizon indépassable des modes de gouvernement, que tout le monde allait y aller peu ou prou, que tous les continents, tous les peuples, un siècle, mais enfin tout le monde allait dans ce sens-là, de même que tout le monde adoptait l'économie de marché et le libre-échange. C'était ça aussi, c'était cette formule de la mondialisation heureuse. Et c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Au fil de ces premières années du XXIe siècle, l'Occident s'est très largement déconsidéré lui-même. Il s'est porté des coups, il a été infidèle à ses valeurs, il a commis des guerres d'agression, il a manifesté des indignations à géométrie variable selon qu'il était ou non concerné. Et la démocratie libérale, ce faisant, a perdu du terrain. Et il y a aujourd'hui moins de démocratie qu'il n'y en avait en 1990 ou en l'an 2000. Et ça, Vladimir Poutine l'a bien compris, il s'est engouffré dans la brèche? Vladimir Poutine l'a compris, et vous pouvez dire même qu'il ouvre cette ère en revenant au pouvoir. Enfin, il arrive au pouvoir en 2000, mais je crois qu'ensuite il devient Premier ministre, puis il redevient président. De même que Xi Jinping, qui, lui, accède au pouvoir suprême en Chine au moment où Poutine redevient président. Et donc, il y a ces deux hommes qui, d'une certaine manière, sont les hommes qui ont façonné aussi ce début, ce premier 21e siècle. Certains disent que les Européens, notamment, ont jeté Vladimir Poutine dans les bras de la Chine. Est-ce vrai? Oui, je n'en crois pas une seconde, je ne crois pas. Ça, c'est une thèse qu'on entend souvent à Paris. On a mis Vladimir Poutine dans les bras de la Russie en prenant des sanctions au lendemain de l'annexion de la Crimée en 2014. Chine, ouais. Je n'y crois pas beaucoup. Ce qui me semble vrai, en revanche, c'est que dès le début, Poutine et Xi Jinping ont défendu la même cause, la volonté de désoccidentaliser l'architecture de sécurité mondiale pour faire entendre leur voix, pour légitimer leur mode de gouvernement, et que cette bataille les a unis, que leur union est à la fois idéologique, politique, beaucoup plus encore que stratégique ou économique. Il y a presque un effet miroir. Vous disiez tout à l'heure, Alain Frachon, que les Occidentaux s'étaient discrédités, notamment les États-Unis, avec l'invasion de l'Irak, pour ne citer que celle-ci. Mais on a le sentiment qu'aujourd'hui, la Chine pourrait, pourquoi pas demain, envahir Taïwan et se dire, vous l'avez fait, à nous de le faire. Est-ce qu'on est entré dans une ère aussi où les dirigeants autocrates, comme Vladimir Poutine et Xi Jinping, disent, nous, on fait ce qui bon nous semble? On pourrait aussi dire que l'exemple de la guerre d'Ukraine peut au contraire inhiber la Chine dans l'affaire de Taïwan et faire réfléchir la Chine sur le prix à payer en cas d'invasion. Sur le prix à payer et sur, au fond, cette histoire toujours recommencée que quand un grand
attaque un petit, ça se termine rarement bien pour le grand. Et c'est vrai de la guerre du Vietnam à celle d'Afghanistan, comme à celle que mène la Russie aussi en ce moment en Ukraine. Alors la Chine, c'est l'un des grands acteurs dont vous parlez. Alors dans votre livre, vous n'êtes pas tendre avec les Européens et notamment la France, devenue, dites-vous, un simple pion. Comment en est-on arrivé là? Alors, je ne me souviens pas d'avoir utilisé cette expression. La France, elle avait une aura quand même, elle avait au Moyen-Orient notamment. Qu'est-ce qu'elle a sous-estimé, la sécurité globale? Je n'ai jamais couvert la diplomatie française, donc je suis mal placé pour en parler. Je pense que si j'ai écrit que c'était qu'elle jouait un rôle de pion... C'est moi qui dis le pion, mais c'est-à-dire qu'en tout cas, elle a perdu de son aura. Elle a peut-être perdu de son aura, mais comme beaucoup, comme la Grande-Bretagne, d'une certaine manière. De puissance nucléaire d'ailleurs. Oui, deux puissances nucléaires, deux puissances membres du Conseil de sécurité. C'est pour ça que je reprendrais plutôt une expression d'Hubert Védrine. C'est une puissance moyenne, mais qui compte, qui a un réseau diplomatique universel, qui siège au Conseil de sécurité, alors on peut dire que c'est légitime ou pas légitime, qui a l'arme nucléaire, qui dans l'ensemble du continent européen est un des rares à avoir une armée digne de ce nom, avec la Grande-Bretagne et la Pologne peut-être, et donc elle a encore pas mal d'atouts, si vous voulez, et que ces atouts en plus prennent toute leur force et tout leur sens, à mon avis, lorsque l'Union européenne agit de concert, comme c'est le cas en ce moment dans l'affaire ukrainienne. En tout cas, Emmanuel Macron, lui, il veut peser depuis le début de ce conflit. Il continue à parler avec Vladimir Poutine. C'est pas toujours très bien perçu, notamment par l'Ukraine. Hier, le président du Parlement ukrainien, Ruslan Stefanchuk, s'est exprimé au micro de Louisa Abrid pour TV5 Monde à propos justement du rôle d'Emmanuel Macron et ses échanges avec Vladimir Poutine. Écoutez. Nous comprenons que le président Macron souhaite garder une chance pour la diplomatie. Nous aussi, nous sommes partisans de la diplomatie. Mais nous comprenons qu'avec chaque Mariupol, chaque Boutcha, chaque Irpin, ces chances s'amenuisent. Voilà, Alain Frachon, comme quoi vous avez raison. Vous n'avez jamais dit que la France était un pion. Emmanuel Macron compte, qu'on le veuille ou non, dans ce conflit. Est-ce qu'il a raison, le président français, de garder un lien, un canal, comme on dit, avec Moscou ? Sans doute, oui. On ne sait pas si c'est efficace. Pour le moment, ça n'a pas manifesté beaucoup d'efficacité, mais on ne sait pas tout. Peut-être que ce canal sert aussi au président Zelensky. Peut-être que ces communications se font en accord avec le président Zelensky. On ne sait pas tout. Ce qu'on sait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a eu un mot malheureux 2 fois en parlant d'humiliation. Il ne faut pas humilier la Russie. En ce moment, il me semble, ce n'est pas la Russie qui est humiliée. Ce sont les gens de Mariupol, ceux de Boutcha, l'ensemble de l'Ukraine qui est humilié sous les bombes. Et n'oubliez pas non plus que c'est parce qu'ils ont été humiliés par les Russes du temps de l'Union soviétique que les pays, les ex-pays du pacte de Varsovie, ont demandé à rentrer à l'OTAN. C'est bien pour cette raison. Un collectif occidental contre une internationale des autocrates, c'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer la pensée d'Alain Frachon? Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup ce mot qui est employé à Moscou comme à Pékin. Le collectif occidental qui est diabolisé, qui est démonisé par une propagande caricaturale, naturellement. Il y a, bien sûr, en ce moment, c'est vrai, une sorte d'organisation, enfin, si on peut appeler ça une organisation du monde, mais une sorte comme ça d'horizon où on voit une union des autocraties, puisque les Chinois ont pris le parti de la Russie dans l'affaire de l'Ukraine et relaient, avec toute la force de la propagande chinoise, relaient tous les mensonges de la Russie dans cette histoire. C'est vrai qu'il y a, d'une certaine manière, ce collectif des autocrates, des grands autocrates, Xi Jinping et Poutine, contre le collectif occidental, comme on dit à Moscou ou à Pékin. Propagande chinoise, avez-vous dit, séquence de propagande à nouveau à la télévision russe. Cette fois-ci, c'est Emmanuel Macron qui en est la cible. Je vous laisse vous faire votre opinion. Il n'y a pas de vrai leader en Europe, c'est très dur de dire, le contraire. Comparez simplement notre commandant en chef à n'importe quel chef d'État européen en termes d'expérience, de responsabilité, d'ampleur, d'idéologie ou de préparation professionnelle. On a affaire à des chefs tellement médiocres. Si les premiers ministres européens d'il y a 40 ans savaient qui est à la tête de leur pays, maintenant, ils feraient
une attaque. Récemment, j'ai entendu le président français, Emmanuel Macron, compter le nombre d'heures qu'il passait au téléphone avec Vladimir Poutine. Avant chaque appel, il publie des photos sur lesquelles il a l'air de tellement souffrir que je m'inquiète pour lui. Sur chaque photo, soit il se tient la tête, soit il se tient le cœur, ou alors il prend des sédatifs, je ne sais pas ce qu'il a, mais à chaque coup de téléphone, ça semble être une véritable épreuve. Il y met du sien et appelle vraiment souvent. Heureusement que Poutine ne décroche pas toujours. Il y a un nouveau mot pour ça. Macroner, c'est quand quelqu'un appelle trop souvent pour aucune raison. Alain Frachon, que vous inspire cette séquence? C'est de l'insulte, c'est de la caricature, c'est de la propagande, ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est par découragement? Est-ce que c'est parce qu'ils prennent la mesure de l'invraisemblable bourde historique commise avec cette agression russe contre l'Ukraine? Écoutez, il n'y a pas de quoi être fier. Il y a un acronyme qu'on n'a pas encore prononcé au cours de cet entretien, c'est l'OTAN. 2 pays veulent y entrer, la Suède, la Finlande, la Turquie s'y oppose. L'OTAN a-t-elle commis, selon vous, des erreurs ces dernières années? Ces dernières années, je ne sais pas. Mais au moment de la chute du mur, dans l'époque qui suit immédiatement la fin de la confrontation américano-soviétique, sûrement. On aurait sûrement pu imaginer... Là, il y avait volonté d'humilier pour le coup la Russie. Écoutez, humilier, je crois pas. Il y a eu beaucoup de... Humilier, je crois pas. J'ai vraiment couvert de très près, souvent avec eux, faisant partie des voyages officiels, le mandat du président Bush. Son idée n'était pas d'humilier la Russie, d'humilier pas plus Gorbatchev que Boris Yeltsin. Ne parlons pas de Bill Clinton, qui téléphonait 30 ou 40 fois par an avec Boris Yeltsin et qui avait noué une relation excellente avec lui. Il voulait pas les humilier. On a eu un comportement qui c'est vrai, pouvait être arrogant ou maladroit. D'extension notamment. Oui, surtout de la part des Américains, parce que leur interprétation, c'est qu'ils avaient gagné la guerre froide. Or, ce n'est pas exact. Ils n'avaient pas gagné la guerre froide. L'Union soviétique s'est autodétruite par sa médiocrité économique, sociale et culturelle toute seule. Mais le sentiment qu'ont donné les Américains, c'était qu'ils étaient les vainqueurs, et qu'ils incarnaient le bien et qu'ils avaient les bonnes solutions. Ça, oui. Humilié, je ne crois pas. Merci beaucoup Alain Frachon. Un autre monde, l'ère des dictateurs séchés. Perrin, merci d'être venu nous livrer votre analyse sur ce conflit et sur le nouvel ordre donc mondial qui se dessine.